Alors, je vais prendre 2 petites minutes peut-être pour vous dire que, en fait, sans préparation, mais que le gouvernement du Canada vient d'annoncer la semaine dernière la modernisation de la stratégie emploi-jeunesse du Canada. Et il y a certains éléments de cette modernisation qui sont particulièrement pertinents pour nous aujourd'hui. Entre autres, le fait que la stratégie emploi-jeunesse, qui est une stratégie d'à peu près un demi-milliard de dollars par année, qui sert à peu près, dépendamment des années, mais une centaine de mille de jeunes par année au travers le pays. C'est donc une stratégie qui va mettre l'accent maintenant sur les jeunes beaucoup plus vulnérables, beaucoup plus éloignés du marché du travail. Donc, un accent sur les jeunes dont on s'intéresse au sort aujourd'hui. Une stratégie aussi qui va tenter de favoriser l'intégration des services aux jeunes. Donc, tout ce qu'on appelle un petit peu, en anglais, on utilise le mot « wraparound supports ». En français, on utilise prestation globale de services, mais en tout cas, tout ce que ça veut dire, c'est comment est-ce que justement on est capable d'offrir un ensemble de services aux jeunes qui transcendent les différents secteurs d'activité, qui répondent mieux à leurs besoins. Donc, la stratégie tente de favoriser cette mise en réseau, cette mise en relation des acteurs, tout simplement en offrant le financement aux partenaires, au partenariat. Donc, on va financer les organismes qui vont travailler ensemble pour offrir la prestation globale aux jeunes. Et puis, un troisième élément, ce n'est pas le dernier, il y en a d'autres, mais un troisième élément important que je veux mentionner aujourd'hui de cette nouvelle stratégie, c'est l'accent mis sur le soutien aux employeurs. Et ici, on ne parle pas nécessairement des subventions salariales comme on a fait, comme les gouvernements font traditionnellement, donc les subventions salariales pour embaucher des jeunes. Cette fois-ci, on considère que les employeurs sont des acteurs clés du soutien aux jeunes. Et ce matin, on a parlé un petit peu du fait que la transition au marché du travail, le travail n'est pas terminé autour du jeune. Une fois que le jeune a fait sa transition au marché du travail, les employeurs, surtout les gestionnaires, ceux qui vont travailler directement avec l'employé, surtout quand on est devant des personnes plus vulnérables qui ont eu de la difficulté à s'intégrer puis qu'on a accompagné dans leur transition au marché du travail, on doit continuer à faire l'accompagnement une fois sur le marché du travail. Et donc, la stratégie va favoriser des actions qu'on appelle post-hiring, donc post-embauche. Autrement dit, le soutien par les organismes, le soutien aux jeunes va se faire aussi une fois en milieu de travail en collaboration avec l'employeur. Donc, c'est un petit peu les éléments de la nouvelle stratégie qui a été annoncée la semaine dernière. Donc, voilà. Alors, avant de passer aux questions, je vais voler une autre minute. Je regarde Martin, il a un beau sourire, c'est bon? Alors, moi, j'ai beaucoup de difficultés à venir dans les colloques de recherche parce qu'à chaque fois, ça me rend la vie très compliquée quand je reviens au bureau. Parce que quand on entend des présentations comme celle-là, donc, on le sait, c'est évident, on le sait que tout être humain, de toute façon, a besoin des relations, a besoin d'une qualité de relation, en particulier les individus ou les jeunes qui sont en situation de vulnérabilité. Ici, je pense que les deux présentations nous ont parlé d'accompagnement puis de l'importance de l'accompagnement. Dans un cas, dans le cas avec l'étude que tu as fait, Eugénia, tu nous as bien présenté l'importance de l'accompagnement individualisé qui prend en compte vraiment les besoins particuliers des jeunes. Puis là, on a déjà regroupé des grandes catégories, parce que si je prends juste la catégorie autochtone, il y a plusieurs nations autochtones, il y a plusieurs façons de vivre, j'imagine, cette identité autochtone. C'est la même chose pour les personnes qui vivent avec un handicap. Il y a toutes sortes de handicaps, etc. Donc, on a vu l'importance de l'accompagnement individualisé. Puis, on a vu dans l'autre présentation aussi
on pourrait dire les effets, on pourrait peut-être même parler d'effets non voulus, mais la possibilité de, même lorsqu'on offre l'accompagnement, de, sans le vouloir, fragiliser, même contribuer à refragiliser. Il y a cette possibilité-là aussi qu'on a entendue dans le cas du choix de carrière ou du succès dans les études, mais la fragilisation se passe à d'autres niveaux aussi. Donc, c'est un petit peu le lien que je faisais entre les deux présentations. Et j'aimerais maintenant entendre vos commentaires, vos impressions, puis si vous avez des questions pour les chercheurs, c'est le temps de les poser. Bonjour, je suis Alexandre Blanchet, je suis la personne qui s'occupe dans EdGEP, qui s'occupe des données EdGEP, donc je suis très familier avec ces données-là. Oui? Oui. Je suis particulièrement surpris du résultat concernant l'éducation, le niveau de scolarité des jeunes placés en France par rapport à la population générale. Je m'attendais à ce qu'il y ait un écart au moins beaucoup plus grand que ce qu'on observe, qui était un écart qui aurait un peu ressemblé à ce qu'on observe, nous, ici au Québec. Je me demandais si vous aviez des pistes d'explication qui permettraient d'expliquer pourquoi cet écart-là n'est pas conforme à ce à quoi on pourrait s'attendre, en fait. Oui, ben, je crois que c'est lié aux différences de système éducatif, hein, justement, peut-être entre le Québec et justement cette voie d'orientation massive vers le professionnel. Alors, bon, rappelons qu'on est sur des populations qui ont là j'ai mis des taux globaux, je n'avais pas le temps de détailler. Quand je dis, je ne sais plus, 47% de la population des 18-22 ans qui est scolarisée, il s'agit principalement des jeunes quand même, hein, des 18-19 ans, les autres donc ayant des taux de plus en plus faibles en fonction de l'avancée de l'âge, bien sûr, de scolarisation. Mais oui, voilà, je pense que là, moi, ce qui me semble intéressant dans les résultats d'EdGEP comparés à ceux d'ELAP-là, on n'est pas dans les mêmes systèmes, ça ne se manifeste pas de la même manière, mais je crois qu'il faut prendre quand même la mesure du caractère systématique de la façon dont sont traités ces jeunes dans leur carrière scolaire. C'est-à-dire qu'en France, finalement, je n'ai pas eu le temps de le développer dans la présentation, donc je vais profiter de la question pour le faire. Le CAP a longtemps eu cette valeur, effectivement, le premier niveau de qualification d'insertion sur des métiers ouvriers, mais le système éducatif évolue. Et cette évolution, visiblement, n'est pas prise en compte dans l'accompagnement scolaire qui est fait notamment par les référents ASE, les référents de l'aide sociale à l'enfance, dans l'accompagnement scolaire des enfants. C'est-à-dire que le CAP, en fait, maintenant, depuis la réforme de 2008 du système éducatif de la voie professionnelle, il est considéré comme un diplôme de la relégation scolaire. Et dans le meilleur des cas, ce diplôme de CAP, il peut s'effectuer en apprentissage, c'est-à-dire en étant employé par un patron en même temps que le déroulement des études, dispositif pour lequel les jeunes placés ont des difficultés aussi, sont quand même discriminés de ce point de vue-là. Ce n'est pas eux qui vont le plus avoir la possibilité d'accéder à un apprentissage. Donc voilà, je dirais que la différence entre les deux, elle se situe. Nous, il y a une orientation précoce vers les voies d'orientation en voie professionnelle, là où il y a sans doute, on repère davantage plus de déscolarisation et plus de retard scolaire dans les populations. Mais je crois qu'il faut prendre la mesure de ce côté massif. Je crois que la question qui doit être posée, c'est celle de l'émancipation et du choix. Qu'est-ce qu'on offre comme voie d'émancipation, effectivement, pour ces catégories? Oui, j'avais une question, Isabelle Lacroix, et c'est pour rebondir sur ce qu'a proposé Alexandre, c'est de mettre en comparaison à chaque fois les données, les résultats d'EdGEP avec ceux de la France. Et dans les résultats d'EdGEP, ce qui est ressorti beaucoup, c'est le fait que les modes de placement jouent sur ces différences et ces différences de réussite scolaire, et que être en centre de réadaptation donne moins de chances de réussite scolaire qu'être en famille d'accueil. Donc je voulais savoir si, en France, en tout cas, les modes de placement jouent sur ces trajectoires scolaires différenciées. Alors, on n'a pas d'effet massif du type de placement. Alors, nous, on ne travaille pas sur le type de placement, on a construit une variable de type de trajectoire de placement, en fait. Parce que c'est vrai que là-dessus, le placement à la sortie, il n'est pas forcément représentatif de l'ensemble du parcours de placement. Donc, sur cette donnée-là, il n'y a pas d'effet significatif. Et même, alors, en taux brut, on perçoit effectivement que les enfants qui ont été en placement collectif vont avoir plus de difficultés
au niveau de la scolarisation, mais ce n'est pas massif. Et en tout cas, dès lors qu'on raisonne toutes choses égales par ailleurs, parce que aussi, ce n'est pas les mêmes qui sont en lieu de placement collectif ou mis en famille d'accueil, hein, je veux dire, il y a des différences aussi. Et dès lors qu'on passe en raisonnement toutes choses égales par ailleurs, cet effet-là disparaît. En revanche, il y a un effet de l'âge au placement. Plus ils sont jeunes et plus ils vont avoir des difficultés scolaires. Enfin, plus ils sont placés jeunes et plus il y aura des difficultés scolaires. En fait, moi, j'avais une question, pas juste par rapport au fait que les jeunes qui ont été placés éprouvent beaucoup de difficultés, mais le fait qu'il n'y ait pas vraiment de structure pour soutenir les jeunes qui réussissent aussi. Qu'il y a tellement un pourcentage minime de jeunes qui vont au-delà du secondaire, qui réussissent à aller à l'université et ensuite dans des programmes gradués on les oublie aussi. Je parle aussi d'une façon très personnelle parce que je suis une jeune du comité qui fait aussi mes études supérieures et je trouve que on n'a même pas, dans notre imaginaire, on n'a même pas encore élaboré les options de succès et on ne supporte pas ça dans aucune littérature. Est-ce que vous avez des idées pour qu'on puisse changer cette culture et encourager, bien sûr, essayer de supporter les jeunes qui sont en difficulté, mais supporter aussi les jeunes pour qu'ils puissent réussir et montrer qu'il y a des exemples comme ça dans la société? Moi, je peux dire quelque chose parce que j'ai un projet avec mon collègue Sylvain Bourdon sur la réussite. Qu'est-ce que c'est réussir dans sa vie? Où on est allé chercher, il y a 3 volets là, il y a des focus group à des groupes qui sont moins représentés. Leur voix, donc il y a des jeunes immigrants récents, il y a des jeunes autochtones, et, on a eu des populations autochtones, c'est pas sur le jeune seulement. Et moi, je dirais que la chose, c'est pas seulement mettre en évidence jusqu'à où on peut y aller, mais aussi vers tous les endroits où on peut aller pour sentir qu'on réussit dans sa vie. Et on travaille justement, et ce qui est curieux, c'est que dans nos groupes, il y a un sondage représentatif de la population du Québec, adultes et jeunes, non seulement, pas seulement de jeunes. Et en ce qui concerne les données Cali, parce que le sondage n'est pas encore analysé, ce qui était curieux, c'est retrouver beaucoup de ponts et des rassemblances entre groupes très, très différents qui mettent en valeur la représentation de la réussite et qu'est-ce que c'est réussir dans sa vie, dans la sphère professionnelle, mais ailleurs, de manière très commune à d'autres groupes qui on pourrait croire à l'opposé, des jeunes universitaires avec des jeunes décrocheurs du primaire, ou des jeunes vulnérables avec ou d'origine autochtone ou des jeunes immigrants et avec des jeunes qui vont bien des profs d'université et des hommes d'affaires parce qu'il y a eu un focus group sur les hommes d'affaires. Et donc je pense qu'il faut montrer, je suis d'accord avec toi, il faut montrer jusqu'à où on peut y aller, il faut montrer aussi vers tous les endroits où on peut aller pour sentir qu'on réussit dans la vie. Il n'y a pas une voie. On va prendre une dernière question. Est-ce que le micro est parti de l'autre côté? Alors, au début, vous avez commencé en disant que vous trouvez ça difficile de venir dans ces colloques. On entend parler beaucoup de la recherche. Puis après, qu'est-ce que ça veut dire pour les programmes? Puis c'est ça, je serais curieuse d'entendre l'étude que Eugénia a montrée. Ça soulève plein de questionnements ce matin aussi par rapport au programme. Alors, comment est-ce que la recherche... Qu'est-ce qu'on peut apprendre? Nous, on est des chercheurs. Comment est-ce qu'on peut informer la politique publique et les programmes? Qu'est-ce qui vous aide? Je pense que le défi, c'est toujours d'être capable de tirer profit de la recherche, de la j'essaie de répondre très vite, là, mais de la nuance puis la subtilité des résultats de recherche qui nous permettent vraiment d'approfondir notre compréhension des enjeux. Puis après ça, la nécessité de développer des politiques qui s'adressent à l'ensemble de la population puis qui sont d'une certaine manière standardisées. Puis je pense que le défi, c'est le même pour les prestataires de services qui, eux aussi, cherchent des normes, des standards de pratique, mais en même temps, quand on est dans la réalité,
on se rend compte que toutes les problématiques sont différentes, puis qu'on est obligé, que c'est important d'adopter des approches ciblées. Donc, je pense que c'est un petit peu ça le défi, mais en même temps, c'est extrêmement important d'avoir les résultats de la recherche, parce que la dernière fois, quand j'ai fait une présentation, j'ai présenté des données. Lorsque nous, on travaille avec des données, c'est des données qui doivent s'appliquer à l'échelle du pays, donc c'est impossible de travailler dans la nuance à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que les recherches deviennent vraiment importantes. Mais il reste que le défi, c'est d'être capable de traduire la multiplicité des résultats de recherche dans une politique qui est capable de prendre en compte tous les éléments. Surtout que les politiques sont faites à partir d'un ministère, donc il y a déjà un mandat assez étroit. Donc, comme par exemple, moi, je travaille pour le ministère de l'Emploi. Bon, heureusement, c'est Emploi et Développement social. Donc, déjà, on peut ratisser un petit peu plus large, mais on ne touche pas les questions de santé, on ne touche pas les questions d'immigration, on ne touche pas les... Je veux dire, on les touche, mais jamais comme dans leur cœur. Donc, ça devient... C'est ce qui est difficile. Puis, la plus grande difficulté, c'est de faire ce qu'on appelle du whole of government approach, du travail, de faire des politiques qui sont capables elles-mêmes ou des programmes qui sont capables de travailler ensemble. On en a parlé ce matin, toute la question de l'imputabilité. Comment est-ce qu'on fait pour offrir un service à un jeune? Ou est-ce qu'il y a à la fois un petit peu une petite dose au niveau de la santé, une petite dose au niveau de l'éducation, une petite dose au niveau de l'employabilité, une petite dose au niveau des relations sociales? Comment est-ce qu'on fait pour financer un cas ou aider une personne quand les argents viennent de partout, puis après ça, il faut être imputable de toutes ces sources de financement-là. Donc, c'est là qui est le défi, puis on en parle, ça fait des années. Puis les solutions c'est vraiment de l'expérimentation, puis il n'y a pas vraiment de modèle gagnant. Il y a des modèles qui émergent, des modèles de collaboration. Puis c'est vraiment là qu'on travaille le plus présentement, c'est d'essayer de voir, d'essayer de trouver ces modèles-là, puis qui sont capables, tout en respect ou en reconnaissant qu'ils doivent être adaptés à différentes populations. Finalement, les modèles qu'on va développer avec les populations autochtones, c'est peut-être pas le même modèle qui va fonctionner pour des populations qui ont des problématiques, je sais pas moi, plus de santé ou... Donc, voilà.